Vous le connaissez tous, il est journaliste et essayiste, auteur à succès de la France Orange Mécanique et de la trilogie Guérilla, qui vous pousse à voir ce que vous voyez. Ce soir, il nous fait l'honneur de sa présence pour vous livrer un entretien dans ce fauteuil que vous avez pu voir à travers vos écrans ces 2 dernières années. Ce soir, il vous livre son expertise et vous parlera de son nouvel ouvrage, raisonnablement sexiste, qui rompt une nouvelle fois avec le dogme, pulvérise les tabous et vous fait plonger dans un bain de réel. Je vous demande d'accueillir Laurent Oberton. Laurent Oberton, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour cet entretien au format inédit et merci d'offrir à notre public la possibilité d'assister à une interview fauteuil rouge en chair et en os. Nous sommes réunis ce soir au Cirque d'hiver en présence de nombreux intervenants politiques. La soirée porte sur le thème de l'immigration, une question qui s'est largement imposée dans le débat public et politique ces derniers temps. Est-ce que cela vous donne de l'espoir pour l'avenir de notre pays, malgré votre méfiance envers les institutions politiques ? Ça donne un certain espoir parce qu'il y a quelques années, cette question n'existait pas dans le débat public. Elle l'est aujourd'hui, c'est une chose. Je constate, d'après les enquêtes d'opinion, que mes conclusions, celles de la plupart, à mon avis, de vos auditeurs, sont majoritaires dans la population. Par contre, ceux qui sont décisionnaires, l'administration, Big Brother, les grands médias, l'État, etc., ne sont pas de cet avis. Et c'est un problème puisque ceux qui décident, eh bien, ce sont eux. Il y a dans cette machine, dans ce Big Brother, une inertie qui est comparable à celle du Titanic. La comparaison n'est pas hasardeuse, il me semble. C'est-à-dire que cette machine mettra du temps à virer de bord. Et le problème, c'est que le temps est précisément ce qui va nous manquer. L'immigration que nous vivons aujourd'hui, que nous connaissons, est un phénomène sans précédent depuis que la France est France. Et à ce rythme-là, elle va bientôt cesser de l'être. Donc la réaction doit être extrêmement urgente et vigoureuse, car plus elle tardera, plus ses conséquences seront douloureuses. Mais si finalement il advenait que des personnes qui partagent ces idées obtiennent le pouvoir, est-ce que ça pourrait vous permettre d'être moins méfiant justement envers les institutions politiques ? Est-ce que vous y croiriez ? Alors, vous voulez dire si l'État faisait son travail, c'est-à-dire menait à bien ses missions régaliennes. Malheureusement, je ne suis pas né optimiste et je suis né observateur. Et j'observe qu'aujourd'hui, l'État, le régalien, est une faillite monumentale. C'est-à-dire cette chose qui s'est arrogée le monopole de notre sécurité, qui nous interdit de se substituer à elle, échoue lamentablement. Et puisqu'elle nous interdit, puisqu'elle défend ce monopole de notre insécurité en quelque sorte, la situation n'est pas réjouissante. Et c'est la même chose sur l'immigration, sur l'éducation, sur la culture, et à peu près tous les pans de ce pays, de cette société dans lesquels s'est ingéré cet État. Donc, permettez-moi pour l'instant d'être méfiant. Et le problème de cet appareil d'État, c'est qu'il dépend d'un jeu dit démocratique qui lui-même dépend de forces de conditionnement des foules dont il détient également le quasi-monopole. C'est-à-dire que là, c'est ce que nous faisons, c'est très bien, nous parlons à des individus éveillés, j'aime pas trop ce terme de nos jours, disons lucides, mais ces individus ne doivent pas perdre de vue que Monsieur Moyen, lui,
ce soir, il a regardé TF1, il a regardé France 2, il a regardé M6, et malheureusement, j'en passe et des pires, et malheureusement, c'est comme ça tous les jours. Face à cette force de conditionnement, disons que nous sommes à armes inégales. Donc c'est très bien d'avoir raison, mais le problème, c'est d'imposer cette raison. Et si on se félicite des coups de menton de Gérald Darmanin, il faut bien avoir conscience que ça risque de ne pas suffire. Vous parlez justement de ce monopole de la sécurité qui est détenu par l'État. On observe dans la presse des cas relayés justement de citoyens qui vont se faire justice eux-mêmes. Quel regard vous portez sur ces phénomènes? Est-ce que vous pensez que justement en se faisant justice soi-même, on ne glisse pas vers la barbarie qu'on dénonce tous les jours? On est confronté à un choix qui est très douloureux parce que nous sommes des citoyens domestiqués, pleinement réceptifs aux directives étatiques. Nous avons peur d'enfreindre la loi, nous payons nos contraventions, nous payons nos impôts, etc. Nous sommes parfaitement corvéables et tout ce qu'on veut. Et le problème, c'est qu'une partie de la population l'est beaucoup moins et que l'État va évidemment s'acharner sur la partie qui est réceptive, sur celle qui est obéissante. L'autre partie, ça fait longtemps qu'il a baissé les bras. Donc il paraît normal dans ces conditions, quand vous êtes confronté à une insécurité, une barbarie qui n'a pas de précédent, que vous vous posiez la question sur la faillite du protecteur. Parce que continuer à vouloir que ce protecteur gagne en puissance, vote encore de nouvelles lois, alors que les lois ne sont pas appliquées, on peut en voter 140, si elles sont toujours aussi peu appliquées que celles qui existent, qui sont pourtant assez bonnes, il ne se passera rien. Donc le citoyen est face à un questionnement. Est-ce que ce maître qu'il a choisi, auquel il a donné les pleins pouvoirs sur sa vie, sur sa sécurité, sur son destin, sur ce que doivent penser ses enfants, etc., est-ce que c'est pertinent? Ou est-ce qu'il doit retirer à ce maître ses pouvoirs délirants et les assumer tout seul? C'est une vraie question de société que je pose aujourd'hui. Alors, dans votre trilogie Guérilla, vous anticipez une guerre civile qui pourrait éclater en France. Est-ce que le fait, justement, de se préparer à cette guerre civile ne peut pas nous faire, finalement, glisser vers le fait de souhaiter qu'elle advienne? Alors, déjà, j'anticipe pas grand-chose. Jean Raspail, il anticipait. Jean-Marie Le Pen, pour citer des noms qui fâchent, il anticipait. Quand il disait ce que je dis dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, moi aujourd'hui j'ai l'impression de chroniquer quelque chose qui s'est déjà produit. Parler d'anticipation, c'est un mot trop fort. Le dernier chapitre de Guérilla, c'est quasiment écrit cet été, avec les émeutes, l'affaire Naël, et moi j'y étais pour rien. Donc j'ai l'impression qu'il y a urgence à dire et redire et répéter cette situation, à secouer Monsieur Moyen dans sa léthargie pour lui mettre le nez hors de son écran et lui mettre le nez dans la réalité qui est déjà là. Donc il doit y avoir cette réaction et pour l'instant elle est extrêmement timide. Encore une fois, Monsieur Moyen nous laisse penser qu'il est prêt à se fâcher tout rouge et aller jusqu'à Gérald Darmanin, mais que bon, finalement, tout va bien, il va revenir à Édouard Philippe, mais quand même, il est très en colère. Ça, c'est pas une réaction. Il faut passer à autre chose. Alors justement, vous dénoncez les méfaits de l'immigration. Mais en France, il y a de nombreuses ONG, de nombreuses associations qui œuvrent à l'immigration massive, qui la favorisent et qui l'encouragent. Quel regard vous portez sur ces personnes-là? Alors malheureusement, c'est une des clés du problème, parce que ces individus, ces activistes, là on parle ici d'associations, sont très minoritaires dans l'opinion, dans le pays,
Mais, encore une fois, ils sont du bon côté de la morale, du côté payant, du côté celui où on peut parler à des millions de nos concitoyens tous les jours. À partir de là, c'est un gros problème et ils ont ces armes qui tétanisent les citoyens domestiqués que nous sommes, qui sont des armes de chantage et de menace. Par exemple, vous êtes-on déjà accusé d'être d'extrême droite ? Je vous pose la question. Voilà. Sinon, vous avez raté quelque chose. La question qu'on doit se poser, c'est qui lance cette accusation ? En général, c'est quelqu'un qui pense qu'Alain Juppé est de droite. Mais n'importe quel adulte sain de corps et d'esprit, normalement, est à droite d'Alain Juppé. Même un pélican, à côté d'Alain Juppé, il est d'extrême droite. Cette accusation, elle vise à transformer le débat que vous essayez de mener en procès, et c'est votre procès. Donc, à partir du moment où on considère que l'accusateur n'a pas cette légitimité, on arrête d'essayer de se défendre, de s'excuser, de ramper, de dire que, mais vous voyez, j'ai un très bon ami, une personne de couleur, etc. Et on dit simplement des vérités raisonnables, des évidences, et on essaie de désinhiber Monsieur Moyen par rapport à cette accusation. Il est vrai que nos réflexes de suivisme, de conformisme, de troupeau sont très puissants et ces excommunications sexistes, racistes, transphobes, etc. Ont sur notre psyché un impact vraiment puissant. Nous avons peur de l'ostracisme, c'est notre terreur, la crainte de l'animal domestique, c'est l'abandon, c'est sa peur majeure, donc il a peur d'être désigné et accusé. Donc il va essayer de se conformer pour éviter ce genre de situation très désagréable. À partir du moment où on explique à M. Moyen que la mort sociale, si l'on n'est pas un mouton, on n'a pas à la craindre. Il faut réhabiliter notre côté sauvage, notre côté loup, et ainsi, peut-être, la population générale imprimera une pression suffisamment forte sur l'appareil politique, sur l'appareil médiatique, pour que le fameux banc de sardines dans lequel nous sommes tous change enfin de direction massivement. Alors vous dénoncez d'un côté la vision rétrograde de la femme que beaucoup d'immigrés ont et apportent avec eux en France. Et d'un autre côté, vous dénoncez la vision des néo-féministes dans votre dernier livre raisonnablement sexiste, Remettre les hommes et les femmes à leur place. Quel est le juste milieu ? Qu'est-ce qu'être raisonnablement sexiste ? Alors, c'est important de rester raisonnable. Sexiste parce que, évidemment, ça consiste à couper les pieds, l'herbe sous les pieds, pas les pieds tout de suite, l'herbe dans un premier temps sous les pieds de ces agresseurs moraux, parce que si vous dites que des hommes et des femmes sont différents, c'est déjà un blasphème, même si vous dites qu'ils existent à la limite, ou qu'ils ont existé dans un passé pas si lointain, vous êtes déjà dans les forces, dans le côté obscur. Donc, assumons d'entrée de jeu que ce livre, vu de la galaxie de Sandrine Rousseau, sera épouvantable et sexiste. Ça, c'est fait. Maintenant, raisonnablement, parce qu'on parle de manière très posée de choses dont on doit pouvoir parler dans un pays comme le nôtre, surtout sur des sujets aussi cruciaux, il me semble, qui ont tant d'implications sociétales. Donc, soyons raisonnables, ça c'est vraiment ma devise, la raison est dans le juste milieu, comme disait l'autre, mais comme je fais dire à un de mes personnages dans Guérilla, dans un monde à l'envers, il est fou d'être à l'endroit, donc simplement le bon sens aujourd'hui est assez criminalisé. Les victimes de l'insécurité sont invisibles parce qu'elles sont très gênantes et c'est comme ça, il faut se faire à ça. Mais justement, je pense qu'il ne faut pas dévier, moins que jamais, il faut montrer l'exemple. Et le seul exemple de quelqu'un qui ne transige pas avec ses réalités, avec cette notion très désuète qu'on appelait l'honneur,
peut avoir une force d'entraînement aujourd'hui et convaincre ses semblables encore trop hésitants ou trop apeurés. Alors dans ce livre, justement, vous parlez de l'émancipation des femmes, vous parlez de l'émancipation piège à con, et du fait que les femmes, en fait, pour elles, l'émancipation, c'est de ressembler aux hommes. Selon vous, ce mouvement, ce phénomène, est-ce qu'il est plus délétère pour les hommes ou pour les femmes ? Oh, j'ai envie de dire les deux, mon général. Le féminisme, au début, a voulu faire des femmes des hommes comme les autres, s'est aperçu que la marche était peut-être un petit peu haute et maintenant essaie de déconstruire les hommes pour finalement faire le chemin inverse. Alors, chez certains, c'est un succès complet. Des hommes déconstruits, j'en ai vu, ça existe. Je dis pas que je sais pas comment tout ça va tourner, mais en tout cas, il y a une influence réelle de l'époque, de ce conditionnement culturel de tous les instants sur les esprits les plus faibles, les plus conformistes, les plus aptes à essayer de prouver qu'ils existent en suivant souvent la jeunesse, souvent les sciences sociales, cette espèce de Mordor que je ne souhaite à personne de connaître. C'est là qu'on apprend à avoir l'air d'un rebelle, à se prendre pour quelqu'un de très très divergent, en étant parfaitement convergent et docile. C'est assez fascinant, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc évidemment, il faut sortir de ça, il faut mettre ça en lumière, il faut porter la mauvaise parole autour de nous le plus possible. Et ces questions, encore une fois, sont vraiment cruciales. Il existe des hommes, il existe des femmes. Je pense qu'il est urgent de les réconcilier entre eux, avec leur nature profonde, avec leurs aspirations, les remettre l'église au centre du village, les hommes et les femmes à leur place. Ça ne veut pas dire monsieur ici, madame ici, mais simplement qu'ils résistent à nouveau à ces individus mal intentionnés qui veulent tordre leur existence, pour leur bien, évidemment. Alors, certains ont peur de faire des enfants à cause du climat, d'autres à cause de l'insécurité. Vous, malgré tout, dans les solutions que vous proposez dans ce dernier livre raisonnablement sexiste, vous recommandez d'enfanter, de transmettre. Pourquoi, malgré tout, justement, le conseiller et le redire ? Alors, j'ai du mal à inciter mes semblables à leur dire ce qu'ils doivent faire, les enfants. Ça paraît quand même assez naturel. Certains, évidemment, ne le peuvent pas, ne le pourront pas, ne rencontreront pas les bonnes personnes. Mais ça peut quand même être utile, parce qu'au bout du compte, ne pas faire d'enfant, c'est une forme assez pernicieuse de suicide par procuration, puisque nos enfants seront ce que nous sommes, c'est tout ce qui restera de nous. En réalité, on a beau écrire des très belles choses, faire de belles pyramides, tout ça disparaîtra. En revanche, nos enfants, dans la mesure où eux-mêmes peuvent se perpétuer, sera tout ce que nous allons laisser de crédible et de sérieux. Donc ça me semble être quand même un investissement assez important, surtout étant donné des rapports de force démographiques que l'on connaît actuellement. Si l'on veut perpétuer notre héritage, si l'on veut perpétuer tout ce à quoi nous tenons, eh bien, évidemment, je suis désolé pour vous, mais il va falloir passer par ça, et les faire n'est pas la chose la plus désagréable qui soit, me suis laissé dire. Merci beaucoup, Laurent Oberton. Avec grand plaisir. Merci à tous. Livre noir. Oui, ce sera Livre noir. Quel meilleur nom que celui-ci, si proche de ce qu'étaient nos ambitions, celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays, celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Livre noir, c'était l'ambition de réaliser de longs entretiens,
de faire parler ces personnalités politiques, ces journalistes, ces experts et autres artistes. De nous parlez-vous? À qui parlez-vous? Pourquoi leur parlez-vous? Qu'avez-vous fait, vu, entendu? Livre Noir, c'était l'ambition de parcourir la France, de parcourir le continent, de se rapprocher toujours plus près des réalités qui nous touchent, qui nous bouleversent, qui nous révoltent. L'ambition de proposer quelque chose de nouveau, à l'heure où la défiance vis-à-vis des médias traditionnels grandissait. Et nous l'avons fait. Car Livre Noir, c'est la volonté d'agir, concrètement, devenir acteur et non plus uniquement spectateur, montrer ce qui ne sera pas montré, faire parler les pestiférés, les moins que rien, les oubliés. Avec Livre Noir, nous continuerons à parcourir la France et le monde. Nous irons là où vous n'êtes jamais allés et où peu de gens vont. Nous vous embarquerons avec nous. Vous verrez nos images, nos éclairages, mais jamais aucun dictat, jamais aucune injonction à dire, à faire ou à penser. À Livre Noir, ils parleront, ou nous parlerons. Mais nous serons là, vous serez là. Quand ils nous attaqueront, nous répliquerons. Quand ils nous insulteront, nous vous regarderons. Car en vous regardant, on comprend. On comprend que la volonté qui nous meut n'est autre que celle de la vérité. Et nous continuerons à avancer. Car Livre Noir, désormais, c'est une équipe qui ne renoncera pas. Une équipe dévouée, qui fait face et qui refuse d'être malmenée. Et ainsi, aujourd'hui, Livre Noir est là. Nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurerons. Pourquoi? Car Charles Péguy disait « Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais il faut surtout, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Sur Livre Noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez.